messieurs, bonsoir et bienvenue au 17h de ce 22 mars à la une de l'actualité. Décès de Djemal Menned, ancien footballeur international algérien et entraîneur de plusieurs clubs. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et à la famille sportive. Nous reviendrons sur le parcours de cette légende du football algérien. En France, les discours de haine décomplexés au sein des institutions et les médias contribuent à la montée effrayante du racisme. Une importante manifestation a été organisée pour dénoncer les dérives de l'extrême droite et ses relais au pouvoir. Le Marzane éclaboussé par un nouveau scandale. Les autorités espagnoles mènent un coup de filet dans un réseau de trafic de drogue aux frontières entre l'Espagne et le Maroc. Les détails tout à l'heure. Culture dans cette édition avec l'ouverture à Sidi Bel Abbès des premières nuits nationales du conte et des arts vivants. Un événement inédit dédié à la célébration du patrimoine oral et des arts de la parole. Le point dans ce jour. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, cette triste nouvelle, décès de Djemal Menned, ancien footballeur international algérien et entraîneur de plusieurs clubs. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé un message de condoléances. En voici le contenu. C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que le président de la République, Ahmed Tebboune, a appris la douloureuse nouvelle du décès de Djemal Menned, l'une des légendes du football algérien, une perte bouleversante pour l'ensemble de la famille sportive et footballistique algérienne. Après s'être illustré en tant que joueur de la JS Kabylie, avoir brillé au sein de notre équipe nationale dans les années 80-90, il s'apprêtait à écrire un nouveau chapitre de gloire en tant qu'entraîneur. Son parcours au grand palmarès jalonné de réalisations et de victoires sur les scènes nationales, continentales et internationales reste gravé dans la mémoire de tous les supporters. Les Algériens garderont de lui le souvenir d'un homme à la conduite exemplaire. En cette épreuve douloureuse, le président de la République présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la famille sportive, les assurant de sa profonde compassion et implorant Allah Tout-Puissant en ces derniers jours du mois sacré de Ramadan d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. Fin du message du président de la République. Et Djemal Menned s'est éteint ce samedi à l'âge de 65 ans des suites d'une maladie foudroyante. L'ancien attaquant comptait 79 sélections et 25 buts avec l'Algérie. Retour sur le parcours de l'une des légendes du football algérien, Parade Bourhams. Après une longue lutte contre la maladie, l'ancien baroudeur de la Joint Projet et de l'équipe nationale, Djemal Menned, nous quitte à l'âge de 65 ans, laissant derrière lui un long parcours couronné par de nombreux titres nationaux et internationaux. Pour les générations futures, il restera une référence, que cela soit pour son sérieux, son abnégation et sa rage de vaincre. Avec la JSK, il a contribué à plusieurs titres nationaux et continentaux, dont la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1981. Mais c'est surtout avec l'équipe nationale qu'il a brillé de mille feux et marqué les esprits, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1990, remportée à domicile, où il a terminé meilleur buteur du tournoi. Sa carrière de joueur, qui a duré une vingtaine d'années, a été marquée par 2 passages à la JS Kabylie, avec à la clé 5 championnats et surtout 3 titres africains, mais aussi 3 Coupes d'Algérie avec le CRB, la JSK et l'USM Alger. Il aura marqué la sélection avec 6 participations à la CAN et à la Coupe du Monde 1986. En tant qu'entraîneur, il atteindra 2 fois la finale de la Coupe d'Algérie. Djemal Menned, c'est surtout des qualités morales, une gentillesse sans pareille, une intégrité hors pair. La colonisation française a été une colonisation d'extermination et de remplacement. La France coloniale a multiplié les méthodes barbares contre la population algérienne dès le début de sa conquête du vaste territoire algérien. Le but, imposer sa domination et réprimer ou même prévenir toute résistance à son expédition. Yasmine Masroudi.
Dès 1830, l'armée française a tenté par tous les moyens d'imposer sa domination en Algérie, quitte à recourir aux moyens les plus inhumains et à une violence méthodique. Sous les ordres du général Bugeaud, la stratégie coloniale repose sur la destruction systématique des villages, l'incendie des récoltes et l'extermination de la population algérienne. En Algérie, quand les Français sont arrivés, quasiment tous les enfants savaient lire et écrire, même beaucoup de filles. Et quand ils sont partis, toutes les écoles avaient été détruites et disparues. Civilisation. En réalité, la France a mené une occupation génocidaire. 1 million d'Algériens tués sur 3 millions d'habitants à l'époque. Je parle pas seulement des combattants, mais des populations civiles ont été véritablement, dans certaines régions, éradiquées ou expulsées, et avec au bout du chemin la mort par la faim, quoi. Le plus dur aussi, c'était de ratisser des zones qui étaient habitées, qui n'avaient pas été évacuées par l'armée, qui étaient habitées et qui avaient été bombardées. Et là, effectivement, on a des scènes de violence, d'horreur, de femmes, d'enfants brûlés, tués par les obus, par le bombardement au napalm. Le bombardement au napalm, c'est quelque chose d'horrible. En 1845, les enfumades marquent une escalade. Des centaines d'Algériens, réfugiés dans des grottes, meurent asphyxiés par la fumée des feux allumés à l'entrée. Une méthode qui devient un outil répressif récurrent et que beaucoup d'historiens qualifient de première forme des chambres à gaz. Entre 1958, 1959 et 1960, la France a gazé des Algériens dans des grottes avec des gaz chimiques, alors même, ce sont des appelés qui ont fait ça. L'armée française a été inhumaine jusqu'au bout en Algérie. Tout le monde y est passé. Cette femme qui était là tranquillement avec son bébé dans les bras, ce sergent, lui était engagé, hein, le sergent en question, qui arrive, qui lui arrache le bébé des bras et qui l'écrase contre le mur. Mais il y a des limites. Mais la répression coloniale ne s'arrête pas là. Tout au long de l'occupation, la France coloniale met en place des camps de concentration, pratique les exécutions sommaires et multiplie les massacres. Lors de la guerre de libération, la barbarie atteint son paroxysme. Prisonniers torturés, corps lacérés par du fil de fer avant de les jeter dans des fosses communes. Un jour, on me confie 2 prisonniers. Ils étaient attachés avec du fil de fer au poignet. Le fil de fer entrait dans la peau, le sang et les mouches dessus. À la main, je ne pouvais pas l'enlever, ça. Donc j'ai demandé à un de mes gars d'aller chercher une pince. Il est revenu, j'ai coupé le fil de fer. Arrive un capitaine, et quand il voit qu'il n'est plus attaché avec du fil de fer, il se met à hurler qui a fait ça. Et il a regardé autour de lui, alors je n'ai pas pu faire autrement que dire c'est moi. Et c'est lui-même qui a rattaché avec du fil de fer et en serrant la pince. L'électricité, ça c'était monnaie courante. À l'origine, on passait les gens à la GGN. La GGN, c'était la génératrice à main des postes radio à NGRC9. Il fallait que quelqu'un tourne la génératrice à main et un courant de 80 à 100 volts s'en dégageait. Les policiers, là, les inspecteurs de police ne s'embarrassaient pas de ça et branchaient directement sur le 110. Malgré cette répression massive, le peuple algérien a tenu la dragée haute à une puissance coloniale. Après des années de lutte, l'Algérie arrache son indépendance, une victoire chèrement payée dont les cicatrices marquent encore les mémoires. Et ces chiffres, la dette française s'élève désormais à 3 303 milliards d'euros, un chiffre amené à augmenter selon un rapport de l'INSEE qui révèle que 66 000 entreprises françaises ont fait faillite en 2024. Cette crise qui touche les entreprises se répercute cruellement sur les ménages. Walid Yousfi. 2 200 milliards d'euros en 2007. La dette publique française est montée à 3 303 milliards d'euros à la fin du 3e trimestre. Selon un rapport de l'Institut national des statistiques et des études économiques, elle représenterait désormais 113,7% du PIB contre 112,2% à la fin du mois de juin, soit une hausse de 71,7 milliards d'euros en seulement 3 mois. L'endettement de l'État devrait poursuivre son ascension pendant au moins 5 ans et atteindre les 120% du PIB en 2027, selon les prévisions.
La France, elle est ruinée. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, tous les jours ouvrables, la France est obligée d'emprunter 1 milliard d'euros sur les marchés financiers pour ne serait-ce que payer les coupons qui arrivent à échéance de sa dette. On fait de la cavalerie. 1 milliard, ça veut dire qu'il faut lever à peu près 300-320 milliards d'euros dans l'année. Tous les jours ouvrables, 1 milliard d'euros. Bon, la dette est déjà hors contrôle. Et on prétend augmenter encore considérablement cette dette. Donc on est factuellement en faillite. L'étape suivante, c'est la banqueroute. La banqueroute viendra lorsque nous aurons un choc sur les marchés financiers obligataires de la dette qui sent de plus en plus mauvais puisque d'après, moi je suis régulièrement sur les marchés, là la dette à 10 ans de la France est à 3,17%, elle était il n'y a pas longtemps à 3,50%, c'est-à-dire on a fait un bond de 4% en l'espace de 2 ans, même pas 2 ans, et donc c'est tous les signes d'un krach obligataire. Pas si grave parce qu'on pourrait prendre les actifs de la France et les vendre. C'est pas les actifs de la France, c'est les actifs des Français. Si vous êtes dans un pays qui a été géré comme des cochons par des criminels, c'est le cas de la France, ces criminels peuvent, au nom de la France, aller chercher vos biens individuels. Donc c'est une autre façon de dire, je vais faire payer à ceux qui ne sont pas responsables du désastre, le désastre. Une crise qui touche de plein fouet les entreprises françaises. Selon France TV Info, plus de 66 000 entreprises ont déclaré faillite en 2024. Un niveau record jamais enregistré depuis 2009, menaçant 266 000 travailleurs. Parmi ces entreprises, 5 265 PME et entreprises de taille intermédiaire ont cessé leur activité, une hausse de 51% par rapport à 2019. Toujours en France, les discours de haine décomplexés au sein des institutions et les médias français contribuent à la montée effrayante du racisme. Pour le dénoncer, une importante manifestation a été organisée ce samedi. Des milliers de personnes ont répondu présents et ont marché dans plusieurs villes françaises. Yasmine Massaoudi. Ce samedi, des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de syndicats, d'associations et de partis de gauche pour dénoncer une montée inquiétante du racisme et de l'extrême droite en France. De Paris à Marseille, en passant par Toulouse, Bordeaux, Montpellier ou encore Rennes, des rassemblements ont eu lieu à l'occasion de la Journée internationale contre le racisme et le fascisme. Vous savez, le racisme dominant aujourd'hui de l'État dans ce pays, on le voit bien, c'est notamment par rapport à l'islam, mais il y a toujours, une fois qu'un racisme triomphe, toutes les victimes de racisme, très généralement, sont les victimes suivantes. En France, un jeune homme noir ou arabe a 20 fois plus de risques de se faire contrôler par la police que le reste de la population. Et quand je suis menacé par un policier avec un taser, alors que j'exerce mon droit le plus strict de parlementaire lors d'un contrôle d'identité au faciès, le gouvernement et le préfet de police de Paris ne condamnent pas le policier, ils le soutiennent. En 2024, 9 400 crimes et délits racistes ont été recensés, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Une augmentation alarmante qui illustre la banalisation des discours racistes haineux, leur place croissante dans le débat public et leur impact sur les actes discriminatoires. En ce moment, on assiste à des violences, on assiste à des injures, des agressions, physiques ou verbales, partout dans le pays. Il faut y mettre un stop. Parce que tout cela est autorisé par une libération de la parole à la tête de l'État. Monsieur Bayrou qui remet en cause le droit du sol. Darmanin, Retailleau, dans une course à l'échalote pour retirer des droits aux étrangères, étrangers ou binationaux. Tout cela crée une ambiance détestable. Naël n'est pas simplement un mort de trop, c'est un mort de plus. Depuis 2017 et la loi Hollande-Cazeneuve qui donne un permis de tuer aux policiers, 35 personnes sont mortes suite à des refus d'obtempérer sous les balles de la police. Majoritairement noirs et arabes, victimes d'un racisme systémique. Combien de Naël n'ont pas été filmés? Seule une réponse politique pourra répondre à la soif de justice de la jeunesse. Ce sont près de 60 000 personnes qui ont manifesté à travers le pays, exprimant leur inquiétude face à une idéologie qui s'enracine toujours plus dans le paysage politique français. Le Marzen éclaboussé par un nouveau scandale de trafic de drogue. Les autorités espagnoles ont interpellé des membres d'un réseau de trafiquants activant via un tunnel aux frontières entre l'Espagne et le Maroc. Ces arrestations interviennent alors que le pays est sujet à un important mouvement de protestation. Ayadahou Badia Amani. Le Marzen vient d'être secoué par un nouveau scandale. La police espagnole a annoncé l'arrestation de 4 individus à Ceuta dans le cadre des enquêtes qui se poursuivent pour démanteler un réseau de trafic de drogue depuis qu'un tunnel aux frontières hispano-marocaines a été découvert en février dernier.
La police espagnole avait déjà arrêté 8 personnes en plus de 1000 kg de kif traité. Cette opération a permis d'identifier 14 personnes impliquées, dont un parlementaire marocain et des éléments de la police, et de mettre en avant le rôle du Maroc dans le trafic de la drogue, ce fléau transfrontalier qui affecte de plus en plus la planète. Le Maroc n'a pas hésité à brader sa souveraineté contre la normalisation et à plonger son peuple dans la pauvreté et la précarité. Regardez la situation des pauvres. Nous sommes en train de mourir de faim. Normalisation, corruption et une situation sociale des plus difficiles imposées aux Marocains, ce qui déclenche régulièrement des vagues de protestation. La rue marocaine ne décolère pas, mais le système du Makhzen poursuit sa politique sans se soucier de ses citoyens et des difficultés qu'ils endurent au quotidien. À cette mise au point de la Confédération africaine de football dans une correspondance officielle adressée à toutes les fédérations membres. La CAF annonce qu'il ne sera désormais plus permis de porter des maillots comportant des slogans symboles ou représentations à caractère politique dans l'ensemble de ces compétitions, puisque jugé contraire aux statuts et règlements de la CAF. Celle-ci cite comme exemple la décision du 26 février dernier du tribunal arbitral du sport qui a tranché dans ce sens. La CAF insiste sur la responsabilité des fédérations membres dans l'application de cette règle et le caractère contraignant et exécutoire pour la CAF, pour l'ensemble de ses associations et clubs affiliés. En cas de non-respect, la CAF se réserve le droit d'imposer ces sanctions immédiates, plutôt des sanctions immédiates, notamment l'interdiction des maillots non conformes ou l'obligation de les modifier avant les matchs. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la protection des frontières des détachements de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel d'Ingazdam en 6e région militaire ont abattu hier 21 mars 2 terroristes de nationalité étrangère ayant franchi illégalement les frontières nationales, permettant ainsi de récupérer un fusil à lunettes, 3 chargeurs, une quantité importante de munitions, un téléphone satellite Touraya, un véhicule tout-terrain 4x4 et d'autres objets. Cette opération, qui s'ajoute à la série de résultats qualitatifs réalisés sur le terrain, réaffirme la haute vigilance et l'ardeur des forces de l'armée nationale populaire à protéger nos frontières contre toute tentative d'intrusion. Culture et ouverture à Sidi Bel Abbas des Nuits nationales du conte et des arts vivants, un événement inédit dédié à la célébration du patrimoine oral et des arts de la parole. L'événement vise à préserver et valoriser l'art du conte et explorer ses dimensions sociales et culturelles. Notre envoyé spécial, Mariam Damis. Dès les premières minutes, l'atmosphère de la salle s'est emplie de l'énergie vibrante des conteurs. Les récits ont mené l'audience vers un univers où la femme est à la fois un pilier de sagesse, de résilience et de courage. À travers ces histoires inspirantes, les narrateurs, par leur voix captivante et leur gestuelle expressive, ont donné vie au récit. J'ai profité de cette occasion pour raconter un conte qui m'a été raconté par ma grand-mère il y a cela très très longtemps, que je garde et je l'ai traduit en trois langues, l'espagnol, le français et l'arabe. C'est les parents, c'est le message, le sacrifice d'une mère par rapport à son fils unique. L'histoire relate le parcours d'une femme de Gardaya, passée de l'injustice à la créativité. Elle a su inscrire son nom en lettres d'or. J'ai raconté cette histoire parce qu'elle a une signification profonde pour chaque femme, chaque fille et chaque épouse. Je tiens à saluer le public de Sidi Bel Abbas et nous espérons que la prochaine génération comprendra également la morale de cette histoire.
Les conteurs ont accompagné le récit de chants, ajoutant émotion et intensité et offrant au public une expérience immersive, mêlant paroles et mélodies. J'ai participé à l'ouverture avec un conte parlant d'amour entre l'homme et la femme. Disons, on est là à encourager et à réveiller les âmes et les cœurs sur ce noble sentiment qu'il ne faut pas oublier, il faut s'aimer. Les jeunes spectateurs, quant à eux, ont été séduits et fascinés. Preuve que la tradition orale conserve toute sa force pédagogique et émotionnelle. Je remercie les organisateurs et je souhaite que ce genre d'événement soit renouvelé régulièrement. C'est une très bonne initiative entreprise par le théâtre régional de Sidi Bel Abbès et le ministère de la Culture. Et j'ai appris de ces contes que nous devons prendre soin de nos parents. Cet événement artistique se poursuivra jusqu'au 27 du mois en cours à la salle de cinéma Amarna à Sidi Bel Abbès durant les soirées du mois sacré de Ramadan. L'animation est assurée par un groupe d'artistes et de conteurs venus de différentes régions du pays. Ils sont venus présenter la magie du patrimoine et de la culture locale afin de préserver notre identité. Premier du genre, cet événement attire un large public familial, mettant en avant la nécessité de transmettre ce patrimoine immatériel aux nouvelles générations, tout en proposant une interprétation vivante des valeurs sociales d'hier et d'aujourd'hui. On reste dans l'ouest du pays et les soirées de la vibrante Oran sont agrémentées des achats de Eid al-Fitr. Beaucoup de monde se rendent dans les commerces d'El Bahia et les habits traditionnels connaissent un véritable engouement. Une aubaine pour les ateliers spécialisés comme vous allez le voir dans ce reportage de Yasmine Armli. Oran, minuit passé, les boulevards, sous la lumière des réverbères, bouillantes de vie. Familles et groupes d'amis arpentent les rues, profitant de la fraîcheur nocturne après une longue journée de jeûne. Les terrasses des cafés sont pleines, les marchands ambulants rivalisent d'ingéniosité pour attirer les passants, tandis que les vitrines des boutiques de vêtements captent les regards. De nombreuses familles, dont cette ambiance festive, en profitent pour acheter les tenues traditionnelles pour l'Eid, ajoutant un dernier éclat de fête avant le grand jour. J'achète des vêtements prêts à porter pour mes enfants, mais aussi des tenues traditionnelles pour préserver nos traditions. Je suis venu aujourd'hui pour acheter une abaya traditionnelle pour qu'on reste toujours dans le même rythme et le même, pour rappeler nos traditions. Je suis venue avec ma mère acheter une abaya pour la prière du jour de l'Eid. Je regarde des pantalons et des baskets, mais je vais aussi voir les tenues traditionnelles pour le premier jour de l'Aïd. À quelques rues de l'Agitation, Rim, couturière expérimentée, s'affaire dans son atelier. Entre ses mains, les tenues traditionnelles prennent forme, prêtes à porter le jour de l'Aïd. Elle prépare, ajuste et vend ses créations avec passion, veillant à ce que chaque client trouve l'habit idéal pour célébrer la fête. En tant que couturière, j'ai eu beaucoup de demandes de couture, que ce soit maman et fille. Par une blouse oranaise, une robe oranaise, tout ce qui est tenue traditionnelle. Même pour les papas, maman, filles et garçons. Ils préfèrent beaucoup plus porter une tenue traditionnelle que des tenues prêtes à porter. Nous choisissons de porter du traditionnel afin de préserver nos traditions. Entre l'effervescence des boulevards et la précision du travail en atelier, la ville vibre au rythme des préparatifs de l'Aïd, tandis que certains arpentent les rues animées à la recherche de tenues parfaites. D'autres, comme Rim, s'activent en coulisses pour donner vie aux traditions. Deux univers qui se rejoignent dans une même ferveur, celle de célébrer la fête avec éclat. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.